Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'ai fait précédemment. Je souhaitais interviewer une diététicienne libérale, tout simplement dans le but de promouvoir l'activité et aussi de motiver les troupes à se lancer en libéral, de ne pas avoir peur d'en vivre, puisqu'aujourd'hui, ça va être aussi le cœur du sujet, les finances. Comment arriver à en vivre, combien d'argent il nous faut. Si on se lance et qu'on a tout de suite un diplôme, eh bien, vers quelle voie aller? Parce qu'il y a beaucoup de diététiciennes, de diététiciens qui espèrent en fait tout simplement aller vers un CDD, peut-être un CDI tout de suite à mi-temps dans une clinique, un hôpital, prestataire de santé ou Restauco. Mais moi, je suis persuadé que du coup, la pratique libérale est une voie d'avenir. Il y a énormément de travail à faire, mais comment le faire, c'est encore une autre histoire. Du coup, je vous présente Laetitia. Bonjour, merci. Merci Maxime de me proposer ce temps. Mais avec Je plaisir. pense que c'est vraiment très important de pouvoir échanger sur la pratique, sur comment on s'installe et puis comment derrière on développe son entreprise. Parce qu'à partir du moment où on se met en libéral, on n'est plus que diététicien, on est aussi entrepreneur, chef d'entreprise et commercial de son activité. Exactement, donc beaucoup de travail à réaliser. On va partir d'un point qu'on a tous, c'est une fois que tu as eu ton diplôme, quel était ton état d'esprit, vers quoi tu te voyais aller? Est-ce que tu t'es dit tout de suite je vais aller en libéral, donc aller dans le grand bain et devoir aller chasser pour manger? C'est ça. Est-ce que c'était ça tout de suite? En fait, c'est même en amont. C'est-à-dire que quand j'ai choisi cette réorientation, pour ma part, c'était clair que je travaillerais en libéral. J'avais ce besoin de travailler pour moi, de ne plus être employée. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette réorientation. Donc, forcément, j'ai aussi orienté mes stages optionnels, mon stage optionnel, en direction de ça. J'ai décidé de faire mon stage optionnel dans l'intercommunalité pour, de façon très orienté vers la suite, avoir déjà les pieds vers ce que je voulais faire derrière. Donc il y a déjà une stratégie, entre guillemets, mise en place. Alors on peut dire oui, elle a eu de la chance de pouvoir être prise dans ton intercom. Oui, après j'avais postulé un petit peu partout, mais ils sont très très preneurs. Ouais. Dès le moment où on arrive avec un projet, moi j'ai fait un grand jeu grandeur nature, je suis arrivée avec un truc, c'était le tapis rouge, donc il n'y avait pas de souci. Donc il y avait quand même, effectivement, eux, pour déjà te prendre dans cette mission-là, il n'y avait aucune friction, aucune réflexion. J'imagine que c'était gratuit pour eux. Bien entendu. Ok. Stagiaire. C'est une belle notion déjà de se dire que travailler gratuitement, parfois au début, ça peut être game changer. Moi, je l'ai fait personnellement. J'expliquerai peut-être un jour comment j'ai réalisé ça. Mais on va en parler parce que moi aussi, et encore maintenant, j'arrive à aller parfois sur des forums, des choses, être présente, se montrer. Donc, je pense qu'on viendra en parler dans le fil de la discussion. Donc, tu as eu ton diplôme avec déjà ta petite base de connexion. Exactement. Et tu t'es dit, yalla, j'ouvre mon cabinet. Tout à fait. Déjà, après, une fois que le BTS est passé, bien entendu, on a le rendu de mémoire. Et déjà là, ce temps, il faut l'utiliser. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire, voilà, dans quelques mois, je vais être diplômée. Donc, je suis allée voir la mairie de mon village, je suis allée voir les mairies alentours, j'ai commencé à parler de moi, de mon activité. Je suis allée voir même directement la maison de santé pluriprofessionnelle de mon village pour parler de moi, des projets que j'avais, des formations que je voulais faire supplémentaires. Et puis commencer à organiser la suite. Et après, moi, j'ai quand même pris un mi-temps pendant 6 mois en restauration collective. C'est un poste qu'on m'a proposé. On est venu me chercher avant l'obtention du diplôme. Donc j'ai commencé début septembre et ça s'est terminé au moment où mon activité a complètement explosé en mars, juste après. Donc ça veut dire que tu travaillais avant d'avoir le diplôme? Oui, tout à fait. Donc c'était pas en stage? Non. J'ai été embauchée en tant que diététicienne alors que je n'avais pas encore le diplôme. Dans ton contrat, j'imagine qu'il n'y avait pas marqué diète. Non, il n'y avait pas marqué diète, mais après mon contrat a été réévalué. Une émission, exactement. Ça se fait beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, donc Restauco. Faut quand même se dire aussi que oui, tiens, j'ai envie de dire, elle a eu 6 mois, 1 an de travail, ce qui a facilité les choses. Elle a juste eu 6 mois après son BTS.
En vrai, c'est rien. Et puis au final, c'est que 4 mois depuis l'obtention du BTS, puisque Oui. comme j'ai commencé en septembre et qu'on est diplômé on a été diplômé nous notre année au 4 octobre, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier et février. Donc 5 mois, on va dire, de double activité. Mais finalement, c'est ces 5 mois où l'activité, elle se met en place, Oui, où c'est elle sûr. va. Et derrière, de toute façon, j'ai dû arrêter parce que ça explosait et je commençais à ne plus être bien dans aucun des deux endroits. C'est-à-dire quand j'étais en Ouais. resto-co, je pensais à mon libéral et Alors, quand j'étais au libéral, je me sentais presque étouffée par la demande et par le fait que les ateliers arrivaient, quoi. ça me fait trop rire parce qu'en fait, ça va mettre en sueur des gens qui vont nous regarder parce que c'est pas du tout le discours qu'on entend C'est vrai. souvent voilà, de personnes qui se mettent en libéral et que tout de suite il y a du travail, à part si tu es médecin ou infirmier, en fait tu es attendu comme le messie. Donc diététicienne, c'est vraiment. C'est pas comme ça que ça se passe, généralement. Alors, donc, est-ce que tu avais prévu euh, autant de monde ou tu pensais que enfin, tu as vite vu qu'il y allait avoir du coup de la patientèle? Mais derrière ça, est-ce que tu pensais qu'il allait avoir autant de monde? Est-ce que c'est si volumineux que ça? Et est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, quoi? Et depuis combien de temps? Bien sûr. Alors, la première chose qui s'est passée, c'est que, comme tu disais, j'ai fait des choses gratuitement. Ok. C'est-à-dire que je suis allée intervenir dans le collège à côté de chez moi gratuitement pour la classe des quatrièmes et derrière, ils m'ont pris 10 ateliers pour tous les quatrièmes. Ouais, ok, super. Je suis allée me présenter au centre de loisirs et derrière, du coup, j'ai eu des demi-journées complètes. La mairie m'a pris une série d'ateliers, mais en fait, ça, c'est de l'investissement, c'est-à-dire que c'est du temps que j'ai utilisé au début où finalement on a le temps puisqu'on n'a pas tout de suite la patientèle et tout s'est vraiment derrière mis en place de mars jusqu'à septembre et ça porte encore les fruits maintenant parce que là tous les mercredis je fais des ateliers auprès des primaires de mon village. Donc c'est quelque chose que c'est un marché que j'ai depuis septembre et qui va se terminer en juin. Donc c'est des choses, voilà. Concernant l'activité en elle-même, non, je ne pensais pas que ça allait se développer aussi vite. J'ai, comme beaucoup d'entre nous, je pense, un gros syndrome de l'imposteur. Ouais, on l'a tous, je crois. Je pense qu'on l'a tous eu. Au début, vraiment, je me disais, est-ce que ça va marcher? Je connaissais mes compétences de commercial, je savais que j'avais ce potentiel pour développer une activité, mais après, est-ce qu'il vraiment y allait avoir de la demande? Et puis surtout, la vraie difficulté, est-ce que la demande, elle va se renouveler? Est-ce que les gens vont revenir? Est-ce que les gens vont accrocher ma personnalité, ma façon de voir la diététique aussi? Est-ce que les formations que je vais choisir, elles vont être en corrélation avec la demande? Et en fait, j'ai fait un vrai travail de commercial. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est le travail de commercial, parce que du coup, je suis allée mettre des cartes, présenter mon activité à tous les professionnels autour, à toutes les mairies, toutes les instances. C'est quelque chose qui est souvent dit au BTS ou au BUT par les enseignants, d'aller se faire connaître, tout simplement. Mais dans les faits, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le prennent à bras le corps. Donc quand on a des craintes déjà durant le BTS ou juste à son lancement et où qu'on n'a pas de résultats malgré plusieurs trimestres d'activité, parfois il suffit de reprendre les bases et de vraiment, vraiment, vraiment aller se faire connaître. Et c'est pas juste envoyer un mail ou juste aller une seule fois, par exemple. J'imagine à la pharmacie du coin ou au cabinet médical. Tout à fait. C'est essayer plusieurs fois de créer des moments de rencontre. Personnellement, je suis déjà allé au vide-grenier de mon village parce que je savais qu'il y avait des professionnels de santé qui avaient leurs enfants qui étaient en lien avec... ils exposaient des trucs. Et du coup, tiens, bonjour. Mais ouais, mais c'est ça être commercial. C'est vraiment exactement ça. Anticiper et oser. Et se rendre visible. Donc moi, j'ai misé sur un cheval très important qui est ma page Google. D'accord. Okay. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 avis Google en 1 an et demi d'activité. Ouais. Et sur toutes les diététiciennes et diététiciens autour de chez moi, je suis la plus googlisée. Okay. Et ça, clairement, ça a été mon avantage puisque du coup, j'envoie un questionnaire à chaque patient avant. Et je demande la dernière question, comment m'avez-vous connu? Pour voir sur quel réseau, par quel biais en fait les gens viennent à moi pour savoir derrière qu'est-ce que j'investis. Parce que plus le temps avance, moins on a de temps pour faire du commercial, mais on a quand même besoin d'un renouvellement de patientèle. Et du coup, moi clairement, ça a été ma page Google.
Ça a aussi mis en lumière que ma page Instagram n'était pas du tout porteuse. Et du coup, j'ai décidé depuis la rentrée de septembre dernier de limiter mon temps sur ma page Insta. Et donc, je me développe sans problème, sans page Insta vraiment active. Ouais, je suis d'accord, je te rejoins aussi. J'ai une page Instagram que j'essaie de nourrir, mais c'est pas pour, mon but ce n'est pas pour des consultations. C'est vraiment du plaisir en fait. Euh, ok, je sais plus ce que je voulais te demander parce que du coup j'ai repris la parole. Donc ta page, ah oui, donc c'est ton Google. Moi aujourd'hui j'ai plusieurs cabinets, est-ce que toi c'est le cas? J'ai plusieurs adresses. Donc du coup je dois recréer à chaque fois, tu vois, une page Google. Ça peut pas être que moi avec plusieurs, c'est vraiment à chaque fois comme si j'avais ouvert 3 restaurants, donc avec trois dossiers d'avis à compléter. Toi, tu n'en as qu'un seul, donc Ouais. tu as pu de toute façon tout centraliser. Est-ce que ça a été facile à recueillir, les avis? Alors, c'est du travail. Ça demande vraiment du Ouais. travail parce que donc au début on a peu de monde. Donc au début je demandais aux gens est-ce que vous pouvez mettre un avis de Google sur ce qu'on a fait. J'ai également demandé à chaque prestation que j'ai pu faire si les gens pouvaient mettre des avis Google, c'est-à-dire conférences, Ouais. c'est-à-dire ateliers auprès des enfants, ateliers gratuits, Mm. forums. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma C'est prestation? super important d'avoir un feedback, quoi. Tout à Ça fait, et permet de aussi de tout. t'améliorer. Et de tout, Ouais. parce que j'ai pu faire des ateliers aussi en accompagnement à la parentalité, puisque avant j'étais auxiliaire de puériculture, donc moi j'ai un peu la double casquette. Sur mon activité, sur mon numéro de SIRET, j'ai les deux. Ah, super. Ok. Ce qui me permet de lier, parfois j'ai eu fait des ateliers sur le développement de l'enfant, par exemple, Ouais. en tant qu'auxiliaire de puériculture. Bien entendu, je parle toujours de diététique et ça finit toujours par déboucher sur de la diététique. Mais voilà, il y a aussi ce double moteur, on va dire, sur lequel on peut s'appuyer. Ok, c'est cool. Est-ce que tu penses que, parce que c'est une question qui revient souvent, on a besoin d'un site internet, puisque du coup tu as des feedbacks qui te disent que c'est plutôt ta page Google. Et est-ce que tu penses que ta page Google, tu dois la référencer, ton site internet, le référencer et d'essayer d'améliorer ce qu'on appelle le SEO? Ou alors tu n'as pas fait d'effort du tout, tu as fait ta page, tu as fait ton petit site, tu as ta page Google, et puis tu focalises que sur les avis, et puis le bouche à oreille, quoi. Alors un petit peu tout. C'est-à-dire que mon site internet, donc c'est un site internet qui a été monté, qui est plutôt de bonne qualité. Je fais en sorte de mettre des nouvelles photos régulièrement. J'ai mon feed Google, d'avis Google qui tourne dessus. Oui, ouais, Donc c'est bien, ça, voilà. c'est vrai, ouais. Après ma page Google, je l'enrichis très régulièrement. Je mets D'accord. à jour quand je suis en vacances. Je mets à jour quand j'ai T'es des active événements. dessus. Je suis active sur ma page Google pour D'accord. avoir un référencement. Et tu plutôt penses que ça intéressant. t'aide Sincèrement, je trouve que c'est difficile à mesurer? évaluer. C'est vraiment quelque chose que je me pose, puisque derrière, en fait, ça nécessite des dépenses, parce qu'on est vachement démarché par des espèces de coachs ou des agences qui veulent Oui. nous améliorer notre Google ou notre Instagram. Je pense que c'est un peu un mirage. Les métiers de la santé, ça marche beaucoup par le bouche à oreille, un peu comme un artisan. On peut avoir un super site internet, mais en fait, le truc qui rassure le plus, c'est vraiment de l'être humain à l'être humain. Et donc un avis Google a beaucoup plus d'impact qu'une story Insta, quoi. Tout à fait. Non, mais je te rejoins là-dessus. Après, l'important, c'est d'avoir des avis Google régulièrement. Donc, moi, j'utilise une application mobile. Ouais. Donc, pour la citer, c'est Alivio. Ah oui, pour la gestion de tes patients. Exactement. Oui, d'accord. Oui. Du coup, parlera, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Et du coup, très rapidement, Jérémy, je m'entends très bien avec lui. Donc, on avait qui est pu. le fondateur. Le fondateur, tout à fait, on avait D'accord. pu échanger. Du coup, je suis aussi diététicienne pour Decathlon. Oui. Et du coup, j'ai le lien avec Decathlon et Jérémy à Alivio. On a un partenariat. Oui. Ça m'a aidé. C'est aussi, je suis allée à Decathlon, j'ai fait un atelier. Je ne l'ai pas forcément mis au prix où je l'aurais mis Oui. de base. Enfin, encore une fois. Après, c'est l'offre, la demande, la volonté de. Mais le référencement Decathlon et d'être diététicienne officielle de Decathlon, ça a du poids quand Bien on sûr. en parle en conférence, quand on en parle, etc. Bon, les gens vont voir, vont vérifier, ils voient qu'en effet, il y a bien le lien avec moi. Tout ça pour dire que du coup, le référencement Alivio, donc Alivio, ça marche quand même aussi bien parce que les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne et qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de prendre rendez-vous à 22h30 quand ils sont sur leur canapé et qui se sentent mal et qui veulent leur accompagnement à ce moment-là. Donc moi, après, peu importe la plateforme, je n'ai pas d'intérêt particulier à faire de la pub pour l'un ou l'autre. Je pense que chacun doit trouver la plateforme qui lui convienne par rapport à ses valeurs et à son utilisation.
Moi, avec Alivio, ça fonctionne très bien. Vas-y, finis. Et j'ai décidé de ne pas prendre Doctolib aussi. Donc, je pense que c'est aussi possible de se développer sans Doctolib parce que le coût est quand même très, très important. Voilà, bon, on y est. Alors, quand on se lance en libéral, effectivement, c'est un projet, cette chaîne YouTube, ça va être aussi le but de développer toutes ces réponses. Parce que là, c'est un cas particulier, mais toi qui es en Bretagne ou, j'en sais rien, en région Aquitaine ou que sais-je, campagne ou ville, c'est pas le même contexte. Personnellement, moi j'ai pris Alivio, qui est mon logiciel de gestion de patients, mais j'ai aussi Doctolib. Et j'ai surtout Doctolib. Et moi, par contre, tous mes patients viennent de Doctolib. Et je n'ai pas d'effort à faire. En soi, je pourrais presque ne pas avoir d'avis Google. Je sais qu'aujourd'hui, ça arrive comme ça, très facilement avec Doctolib. Mais mine de rien, on n'a qu'une seule. Généralement, on a souvent en fait, le commercial de Doctolib qui va nous convaincre et pas d'autres personnes neutres comme nous. Nous, vraiment, ça dépend des contextes. Donc, si vous vous lancez ou si vous galérez, allez voir d'autres diètes ou renseignez-vous sur d'autres professionnels de santé qui sont un peu comme un ostéo par exemple, du même entre guillemets niveau, ou peu importe qui d'ailleurs, au final, allez vous renseigner et voyez comment ça marche sur votre territoire. Et personnellement, moi, ça a été le Doctolib. Oui, je vais quand même mettre ce bémol, c'est qu'en effet, ça dépend du territoire. Moi, quand je me suis installée, je suis sur un territoire où il n'y a pas beaucoup de diététiciens. Je suis entre Grenoble et Lyon, à Renage. Je suis dans un village de 3700 habitants. Autour, il y a 2 diététiciennes à 3 km de chez moi. Mais après, sinon, il faut aller dans les grandes villes, il faut partir à plus de 20 km. Donc forcément, il n'y a pas de concurrence. Et en plus, pour moi, il n'y a pas de concurrence parce que pour moi, entre diètes, il n'y a pas de concurrence. C'est notre débat. Voilà, oui, mais du coup, j'ai pas eu de difficulté, hormis cette notion quand même de commerce et d'aller faire du commercial, d'aller se montrer à tous les événements, d'aller au vœu du maire, d'aller à toutes ces choses-là, au forum des associations du village pour aller proposer aux associations sportives des choses pour leurs adhérents, etc. Il faut être hyperactif en fait. À fond. Il faut être partout, tout le temps. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment soulever et souligner. Il faut être passionné en fait. Il faut avoir un feu sacré. Quand tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu le fais. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir s'installer et on se dit tiens, parce que je suis là, les médecins devraient m'envoyer des patients. Ça fait partie, je dirais, d'un process HAS. Je suis un professionnel de santé. Par nature, je devrais pouvoir avoir des consultations. Ben non, en fait. Malheureusement, non. Peut-être qu'un jour plus tard, quand je serai très connu et qu'on aura fait plein de vidéos sur la mise en libéral, il faudra, tout le monde connaîtra ce métier et puis derrière ça, en fait, on aura énormément de patients parce que pour moi, c'est ça. Plus il y a d'ingrédients en fait dans le gâteau, plus le gâteau grossit. J'ai quand même une petite question à te poser parce que tu as parlé de Decathlon et de tes spécificités. Alors, entre parenthèses, Decathlon, le partenariat avec Decathlon, c'est que sur la région de Lyon, hein, donc calmez-vous. Mais ça viendra ça viendra me contacter aussi, mais ça viendra pour l'instant, moi, clairement, par exemple. Il n'y a rien. Moi, c'est au niveau national parce que c'est par le biais de leur application. En fait, on est 2 diététiciennes. Il y en a une diététicienne du sportif et moi qui fais la remise en forme. Okay, donc, parce que moi, ce n'est pas du tout ma spécialisation. Voilà. Ça marche. Et trop bien. Voilà. Bon, comme quoi, ça a été des opportunités de salons, de trucs, de machins. C'est exactement ça. Et voilà quoi. On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais parce qu'en fait, la proactivité, c'est vraiment plein de petites graines. Il faut planter énormément de graines pour ne serait-ce qu'avoir une tomate, quoi. Et c'est exactement ça. Tu m'as parlé de tes spécificités. Faut-il, dès le début, se former, être spécialisé, ou est-ce qu'il faut prendre large et petit à petit, mes revenus augmentant, pouvoir me permettre d'avoir un peu de temps et d'argent, me consacrer à un DU, à une formation? Moi, c'est la stratégie pour laquelle j'ai opté. C'est-à-dire que je me suis laissé 1 an avant de voir le type de patientèle qui venait à moi, ce que j'attirais. Parce qu'en fait, on a tous une personnalité très différente. Et du coup, on attire un petit peu qui on est. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'essaye d'être quelqu'un de très, je dis souvent, nature-peinture. Parce que j'ai envie d'avoir des gens qui me ressemblent, parce que pour moi, c'est ça qui est intéressant, d'avoir des gens qui sont attirés par mon profil au niveau psychologique, au niveau humain. Et donc, du coup, j'ai attendu de voir quelle était la patientèle qui allait s'ouvrir à moi. Et la patientèle qui s'est ouverte à moi, c'est principalement des femmes, et principalement entre 40 et 70 ans, autour des problématiques de ménopause, d'endométriose,
autour des problématiques de la femme, autour des problématiques du comportement alimentaire. Donc c'est ce vers quoi j'ai décidé de me spécialiser. Et de la parentalité. Et de la parentalité, c'est pour ça aussi que j'ai fait le TP, pour pouvoir animer des ateliers et avoir toutes les clés pour animer ces ateliers, bien entendu. Voilà. Et donc là, en ce moment, je fais le DU Pédagogie et Psychologie du comportement alimentaire que j'ai commencé en septembre. Excellent. Et qui va se terminer au mois de juin. Et t'en es ravie? Et j'en suis ravie, d'autant plus que je le fais avec du coup Marie Chouvier et Alice Févet, qui sont aussi diététiciennes. Encore une fois, hein, ici, il n'y a pas du tout de concurrence. On est ici d'ailleurs chez Claire Collin, une autre amie diététicienne, c'est important de la mentionner. Parce que voilà, on est un beau réseau, on a un superbe métier. Et si j'ai aussi un conseil à vous donner à tous futurs diététiciens ou diététiciens, c'est de vous entourer de vos pairs pour amener encore plus de fièvre et comme tu dis, d'ingrédients au gâteau. Synergie, moi j'aime bien dire. Synergie. C'est-à-dire qu'à 1 plus 1 égale 3. Tout à fait. Voilà. Je voulais qu'on enchaîne clairement sur le côté un peu plus administratif. Est-ce que tu t'es monté un micro? Est-ce que tu es une entreprise autre? Ouais. Je sais pas. Alors moi j'ai commencé auto-entrepreneur. Pour l'instant je vais le rester puisque quand même en libéral notre statut d'auto-entrepreneur il nous permet d'aller jusqu'à plus de 70 000 euros. Oui, 77 il me semble. Voilà, donc on est quand même assez large. Pour ma part, je n'ai pas cette vocation d'aller au-delà puisque j'aime mon confort de vie, je gagne très bien ma vie avec ce métier et la façon dont je le gagne me convient. Moi, je travaille sur 4 jours et demi. Voilà, et je prends entre 10 et 12 semaines de vacances par an. Ouais. Voilà. Du coup, tu as toutes les vacances scolaires déjà, plus après des moments parsemés en fonction de la vie. Oui, c'est ça, en fonction de mes besoins, de mes envies. Vrai, comme aujourd'hui pour venir faire cette interview. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on a une liberté d'action. Oui, c'est ça. Mais après, quand on est au travail, on est focus, on est au travail à fond. Voilà, après, donc, pour ce qui est administratif, voilà, moi je suis en auto-entreprise. Pour l'instant, en tout cas, ce statut me convient. Au début, j'avais peu de charges puisque j'avais monté mon cabinet dans une annexe de ma maison. Oui, bon, alors ça, c'est le rêve de toute diète. Voilà, c'est vrai que si vous pouvez le faire, c'est top. Mais par contre, très rapidement, j'y ai trouvé des freins. Et du coup, j'ai installé mon cabinet là récemment. Alors, tu n'avais pas Doctolib, tu n'avais pas de loyer. C'est trop facile, quoi. Mais il y a quand même aussi beaucoup de travail. On développera un jour plus, je pense même moi, sur le fait d'avoir un cabinet Doctolib, un bioimpédance mètre, des assurances, blablabla. Tout à fait. Est-ce que tu serais capable de nous donner à peu près un chiffre d'affaires que tu as eu alors au début, on va dire le premier trimestre, parce que c'est là où on a vraiment le plus peur et on doit être le plus proactif. Puis toi, ça a été en au moins une année, quoi, on va dire. Moi, ça a été un peu plus long. Et aujourd'hui, à quel niveau à peu près de revenus? Est-ce que tu es stable? Est-ce que tu as une visibilité? Parce que c'est surtout ça, en fait, la peur le mois suivant, en fait. Bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai opté pour une stratégie, c'est que je me sers un salaire et tout ce qui dépasse dans mon chiffre d'affaires, je le mets de côté pour les mois creux. Voilà, donc pour être transparent, les premiers mois, ça a doublé, triplé. Donc au début, j'avais dû faire 500 € de chiffre d'affaires sur mon premier mois. Ensuite, 1 000 €. Ensuite, 1 500. Ensuite, j'ai été assez stable jusqu'à ce que mon CDD s'arrête. Parce que finalement, je n'avais pas la possibilité d'augmenter mon chiffre d'affaires parce que je n'avais pas le temps pour ça. Ça veut dire que dès le premier mois, tu as eu, on va dire 10 patients, on va dire 50 €, quoi. Ok. À côté de ton travail. Tout à fait. Et tu as eu 6 mois de travail, c'est ça? Oui. Et tu as réussi à monter jusqu'à 1 500 oui. Sur ces 6 mois? Oui, c'est ça, puisque près, oui, c'est exactement ça. Entre 1 500 et 2 000 donc brut. Voilà. Après, la première année, moi, j'avais l'ACRE, donc l'aide à la création d'entreprise, qui permet de payer que 11% d'URSSAF. C'est quand même aidant. Si vous avez la possibilité de l'avoir, franchement, faites-le. Et ensuite, c'est allé crescendo jusqu'à... Donc, sur la première année civile, j'ai eu un petit peu plus de 30 000 € de chiffre d'affaires, sachant que du coup, bien entendu, mes 4 premiers mois étaient à mi-temps sur l'activité libérale. Donc, 30 000 € à temps plein. Ouais. Tu inclus le... Oui, d'accord. Donc, c'est pour moi, c'était... inespéré. Je ne m'attendais pas du tout à développer autant mon entreprise. Et cette année est partie pour, je pense, presque doubler ce chiffre d'affaires. Oui, ok. Ça, c'est super. Au moins, on a des vrais chiffres.
Je pense que c'est de toute façon des montants moyens à viser en France Mm. pour vivre correctement, qu'on soit en couple ou pas, qu'on ait des enfants ou pas. J'arrondis à 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je pense très humblement que c'est voilà, entre guillemets, le minimum à avoir. Euh, si on n'y arrive pas, c'est vraiment prendre le temps et de comprendre dans quelle situation on est, au niveau commercial, au niveau proactivité, au niveau motivation. Et derrière ça, en fait, tout de suite, vous allez comprendre que c'est pas une question de faire un DU qui va vous faire travailler plus, surtout en libéral. Ouais. Alors moi, ce sur quoi j'aimerais aussi revenir, c'est la diversification de l'activité. Parce que En clairement, entrepreneur. eh oui, clairement, c'est pas faire des consultations qui me fait vivre intégralement. Ouais. C'est tout ce qu'il y a à côté. Je fais énormément d'ateliers et plus vous faites d'ateliers, plus vous êtes connu et plus vous êtes sollicité. J'ai commencé uniquement avec des ateliers au centre de loisirs qui sont ensuite faits connaître au sein de la mairie pour pouvoir avoir mes ateliers à la mairie. Ensuite, du coup, j'ai été présente sur une journée du handicap où j'avais envie d'être présente, donc j'y suis allée gratuitement toute la journée avec mon impédance mètre, où je faisais des mesures d'impédance métrie gratuites pour tout le monde. Ouais. Derrière, du coup, eux, ils ont été sollicités par une ville d'assez grande envergure pour faire des journées de mobilisation auprès des enfants. Et ils ont dit, est-ce que vous connaîtriez une diététicienne parce qu'on aimerait bien. Forcément, ils ont donné mon nom puisque j'étais venue gratuitement sur leur journée à eux. Et en fait, ça, c'est l'effet boule de neige. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, par exemple, sur le mois d'avril, je vais avoir autant de revenus de mes consultations que d'ateliers. Ah, d'accord. Et du coup, c'est quand même très important à souligner parce qu'il y a vraiment un marché au niveau des ateliers, des conférences. De l'intervention au sens large. Exactement. Et il s'avère qu'au niveau de la dose de travail, oui. C'est différent. Ah oui, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de travail de préparation. Et derrière, le travail qu'on fait au moment M. Voilà. Mais du coup, les prestations ne sont pas non plus au même prix. Oui, une heure de diététique avec un patient ne coûte pas la même chose qu'une heure de diététique en atelier. C'est beaucoup de questions qui reviennent dans les groupes Facebook. Comment chiffrer des interventions, sachant qu'elles sont toutes différentes. Toi, est-ce que tu travailles à la journée ou en fonction de la tête du client? Non, alors moi, j'ai un tarif à 100 € de l'heure pour le montage des ateliers qui comprend la préparation de mon atelier et l'animation de mon atelier. Après, là, par exemple, j'ai une commune qui m'a pris 40 ateliers. On est d'accord qu'ils m'ont négocié un petit peu mes tarifs et qu'au vu du volume prix, j'ai fait un tarif intéressant pour eux qui m'a permis d'obtenir le marché et qui en même temps, eux, leur permet d'avoir des prestations de qualité à un coût raisonnable. C'est pour ça que je dis qu'il y a énormément de travail à faire en libéral, parce que ne serait-ce que, je te rejoins sur les interventions, peu importe où, on pense souvent à faire des conférences, aller dans les entreprises et tout, dans les clubs sportifs, ça c'est mon dada, mais en tout cas c'est vrai que sur la partie publique, on ne s'imagine pas le travail qu'il y a à faire, et ne serait-ce que pour pallier à l'errance médicale, en fait, un médecin va vous voir 10 minutes, quoi, un quart d'heure, 20 minutes, bon, ça dépend des médecins, on s'entend. Mais derrière ça, en fait, je pense sincèrement que 80% des consultations qu'on peut avoir chez le médecin ont un lien avec notre métier. C'est pour ça que je vois un marché hyper grand, et plus il y aura de diététiciens, plus il y aura de consultations. J'aime bien prendre l'exemple de... Tu vois, au début, il y avait un seul rayon de paquets de céréales. Enfin, il y avait un paquet de céréales, puis deux, puis trois. Et puis aujourd'hui, on a un rayon entier, tu vois. C'est multicolore et il n'y en a pas un seul qui vivote, quoi. Ils sont tous, c'est des énormes entreprises. Alors maintenant, à racheter et tout, on est d'accord avec Unilever, mais dans le sens où vous allez dans une rue, dans une grande ville, il y a la rue des kebabs, quoi. Ils se sont tous mis côte à côte, ce qui fait que ça draine. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et du coup, pour les interventions, je pense que ça peut être aussi le même cas, d'expliquer aussi comment tu as pu, alors, au-delà de se faire connaître, se pérenniser. Parce que là, 40, c'est parti de quoi exactement? Comment tu as pu faire vraiment... ils ont confiance en toi. Ouais. En fait, c'est parti justement de cette journée du handicap que j'ai fait et où ils ont contacté donc, avec Prescribouche. Donc Prescribouche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... C'est quoi ça? Et oui, en fait, c'est quelque chose c'est une association qui est vers chez nous, donc Grenoble, Voiron, qui fait de l'activité physique adaptée. Ah, d'accord. Avec des professeurs d'activité physique adaptée qui sont diplômés oui. et qui créent, donc ils ont créé une journée qui s'appelait l'apathlon.
activité physique adaptée et Python. Mmh. Et donc, c'était une journée où ils ont fait des équipes avec 3 enfants porteurs de handicap et 3 enfants sans handicap. Ouais. Ils faisaient une équipe et donc cette équipe devait participer. C'était ouvert aux collégiens de mon village. Dedans, il y avait mon fils. Et du coup, j'ai vraiment demandé, j'étais très heureuse que mon fils accepte d'y participer. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je vais venir aussi parce que je trouve que ce genre de choses, Des initiatives c'est très, très super important. intéressantes. Il y en a tellement. Et oui. Il y en a tellement. Déjà, regardez la quantité d'associations autres que sportives dans votre zone, en fait. Il y en a tellement. Même le club des Trois Images, je pouvais ne serait-ce qu'aller les voir et faire tiens, on va faire un petit atelier et tout ça. Et c'est juste le bouche à oreille après derrière ça, parce qu'ils viendront au cabinet. Bien sûr, j'allais y venir. Les CCAS dans les villages qui gèrent eh bien, les gens de tout âge, vous avez énormément de choses à faire. Là, pas plus tard qu'hier, j'ai une personne qui m'a contacté du CCAS pour justement faire une intervention dans le cadre d'une semaine de la parentalité. Et des semaines de la parentalité, ce qu'il faut savoir, et ça c'est très intéressant, c'est que les semaines de la parentalité, elles sont subventionnées par la CAF. Donc nos interventions en tant que professionnels de santé sont subventionnables par la CAF de votre région. Donc allez-y, soyez proactifs. Excellent. Appelez les centres de loisirs, appelez les CCAS, prévenez-les qui peuvent obtenir des subventions si vous intervenez dans le cadre des choses que eux vont organiser. Je ne savais pas ça. Mais c'est difficile à connaître tous ces filons. En fait. Heureusement qu'on se prend en vidéo, mais pour le savoir, alors il y a les groupes Facebook qui permettent, mais je trouve que c'est pas très réactif. C'est plutôt qui va proposer le meilleur cabinet en sous-location c'est vrai. Ou la meilleure formation. D'accord. Bon, voilà quelque chose d'intéressant. Alors, de toute façon, moi, je suis très investie globalement dans la vie politique. Enfin, j'essaye d'être investie dans la vie politique de mon village parce que la politique, c'est-à-dire d'être en lien avec la mairie, avec l'intercommunalité, de connaître ses subventions, la CAF, le CCAS, toutes les instances, de comprendre comment elles fonctionnent, par qui elles sont subventionnées, par qui elles sont subventionnables, pour permettre derrière de proposer des choses qui puissent être pérennes pour les villes et qui puissent leur coûter à eux le moins, mais où nous, on puisse gagner notre vie aussi. Ouais, bah c'est clair. Du coup, est-ce que tu fais pas de visio? Si. Tu fais des visios? Oui, je fais de la visio. Alors, est-ce que c'est des patients que tu as déjà vus en physique? Alors, soit ça peut être les patients de Décathlon, du coup, qui ont pris contact avec moi par le biais de l'application Décathlon. Oui. Ça peut être des personnes de bouche à oreille. Mon patient le plus loin, bon, c'est quelqu'un que je connais, mais il est à Québec. Ça compte pas trop, ça. Il est à Québec. Donc lui, il peut parler. Oui, donc voilà. Donc, il est, voilà. Après, j'ai des patients sur Paris parce que j'ai eu fait des forums, des choses par là-bas. Et donc, j'ai rencontré des gens, j'ai dit que je faisais de la visio, ils ont pris ma carte. Moi j'ai de la famille à Paris, donc dès que je suis quelque part, je parle de mon activité parce que j'aime tellement ce que je fais. Là, il faut être passionné. C'est ça. Hein, de toute façon, dès que je pars en vacances, là j'ai fait un voyage où j'ai rencontré des gens, j'ai parlé de mon activité, donc j'ai quelqu'un qui a pris rendez-vous du voyage. Quasiment à chaque fois que je pars en vacances, j'ai des retombées mais en fait, je ne cherche pas forcément à le faire. C'est juste que quand je parle de mon métier, je suis tellement investi et passionné. C'est un très bon point. Alors, sachez que c'est un des avantages innés d'être passionné et on le ressent tout de suite. Moi, je marche bien en intervention aussi parce que tout de suite, les gens comprennent que je vis en fait. Je vis le sujet. On a l'impression que j'y suis passé. Alors, pas forcément, hein, mais j'adore ça. Alors, je peux comprendre que ce ne soit pas le caractère de chacun. Mais en tout cas, les bons mots, le bon timing, les bonnes choses et les bons sujets adaptés aux bonnes populations permettront derrière ça de débloquer beaucoup de situations. C'est ça. Et puis, il y a autre chose quand même sur les ateliers qui est porteur, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde sur les conférences, sur les ateliers. Et ça, derrière, c'est porteur de personnes qui vont venir en consultation. Il y a peu de temps, du coup, j'ai fait une journée porte ouverte à mon cabinet. Moi, je partage un local avec... j'ai une hypnothérapeute, j'ai une photographe spécialisée dans la femme, et puis moi. Donc, on est 3 femmes. Il y a une photographe à côté de toi? Ah oui. Et du coup, on a décidé de faire une journée porte ouverte. On a eu une quarantaine de personnes. On peut croire que 40 personnes, c'est peu de personnes. En fait, moi, ça a débloqué 5 prises de rendez-vous sur 2 heures. Je trouve que c'est exactement le point et le sujet qu'il fallait aborder. C'est qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais surtout de sa zone
d'expertise. En fait, ce que je veux dire, elle aurait pu être dans un cabinet avec un kiné, un ostéo, un médecin, des infirmières, voilà, et du coup, le flux n'est que des gens entre guillemets à soigner dans le terrain médical. Ce que tu as réussi à faire, c'est commencer à aller creuser sur euh, d'autres secteurs, d'autres voies. Je prends mon exemple. Moi, j'ai beaucoup eu de travail avec la Fédération française du bâtiment et donc avec les artisans. Je vous laisse imaginer le marché à conquérir des artisans, que ce soit extérieurs, des artisans intérieurs. Soit ils mangent pas le midi, ils clopent tous, ils ont des addictions, ils boivent pas assez, ils sont au routier tous les midis. Bref, à 50 ans, ils sont éclatés. Et donc, il y a énormément de prévention. Et ça va être aussi sur d'autres profils, d'autres métiers. C'est ça, et puis en fait, nous on a voulu un espace, donc on l'appelait l'espace chrysalide un petit peu, hein, voilà, quelque chose de la transformation pour intégrer aussi la photographe qui est avec nous, parce que justement il y a cette notion d'estime de soi, cette notion du corps, du rapport au corps dans la prise en charge diététique, C'est un vrai qui point, est très importante. Ouais, super. Et donc, petite porte ouverte avec des prises de photos. Ouais, alors Consultation. c'était surtout le fait de découvrir l'espace. On avait mis des petites douceurs, partager un thé, un café, justement, en fait, de sortir du côté professionnel de santé, personne soignée. Ouais. Et moi, vraiment, d'ailleurs, chez moi, mon cabinet, c'est un salon. C'est-à-dire qu'il y a un canapé, il y a un fauteuil, et en fait, on est tous au même niveau. Et moi, mon but, c'est d'amener mes patients vers l'autonomie, de leur donner le maximum d'informations, et j'ai vraiment cette vision-là de la diététique, c'est-à-dire que moi, j'arrive pas avec ma science et puis eux, ils sont là, ils écoutent. Non, c'est vraiment un échange, c'est vraiment, je suis à leur écoute et pour les amener vers la personne qu'ils ont envie de devenir. Et ça, c'est ton caractère ou tu penses que tu l'as développé avec tes formations? C'est un petit peu de tout, c'est que j'ai fait moi-même un burn-out, que je me suis interrogée moi-même, que j'ai eu aussi à perdre du poids à un moment de ma vie suite à mes grossesses. Donc, tu Et te que, comprends par empathie. ouais, tout Ouais. à fait. Et c'est aussi pour ça que j'attire ce genre de personnes au cabinet, parce que je me retrouve en elles, qu'elles se retrouvent en moi, et que le fait de se comprendre, ça amène une vraie cohérence. Je trouve que ça marche beaucoup quand on est une femme. Oui, c'est sûr. Alors, quand on est un homme aussi, parce que j'ai eu j'allais dire la chance. J'ai aussi traversé clairement ce genre de cas. Et donc, ça me permet aussi de bien comprendre. C'est aussi l'avantage. C'est vrai que quand on s'inspire et qu'on comprend, moi j'ai vécu des choses, dans ma famille il s'est passé des choses, c'est devenu une force. On n'y pense pas souvent. J'ai entendu que tu avais une hypnothérapeute. Au sens large, c'est un peu les questions que j'aime bien poser. Quel est ton rapport avec les pseudo-pratiques? En fait, je parle surtout de la naturopathie, peut-être potentiellement tous ceux qui vont exercer le métier de diète. Peut-être des coachs sportifs, tu vois, même les APA que tu as côtoyés, peut-être qu'ils en faisaient. Voilà, autour de toi, en campagne, il y en a beaucoup, souvent même des rebouteux qui vont dire prenez ci, prenez là. C'est un sujet que j'adore, merci vraiment. Ah bon. Vraiment merci, parce qu'en fait, je me suis entourée de ces gens-là. Oui. Et j'en ai fait une force. Donc j'ai un partenariat avec une coach sportive. C'est certainement une des idées les plus intéressantes que j'ai eues, parce que c'est avec elle que j'ai le plus d'échanges. Elle m'amène des personnes qui ont besoin de diététique. Je lui amène des personnes qui ont besoin de reprendre confiance dans leur corps et dans le sport. Concernant les naturopathes, pour moi, tout le monde peut avoir sa place à condition de rester dans son champ de compétences. Et leur champ de compétences, ce n'est pas la diététique. Donc, dès le moment où ils commencent à donner des conseils diététiques, là, je peux avoir un problème. Dès le moment où ils restent dans leur champ de compétences, où ils parlent des plantes, du bienfait de ce qu'ils font, des huiles essentielles, etc. L'hygiène de vie, quoi. L'hygiène de vie générale. En prévention. Exactement. Aucun souci pour moi. On le fait aussi, faut le savoir, mais comme je dis, c'est un peu le retour que j'ai eu. Tu vois, je suis allé interviewer Ghislain à la FDN, en une posture un peu réfractaire, ce qui est normal parce qu'entre guillemets, il a une position où il essaie de protéger le métier de diététicien. Mais moi, je me dis, par exemple, je suis une patiente qui sort je sais pas, d'une chimio, je suis obèse ou quoi. Et en fait, j'ai l'impression que plus j'ai de professionnels de santé autour de moi, sur mon territoire, plus je suis quand même rassuré parce que je suis pas tout seul. Et pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'il n'y avait rien, que personne ne savait quel était le métier de diète et à quel point on pouvait être aussi dynamique, même les médecins. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler des naturopathes, parce qu'ils ils ont pris la place qu'on laisse. Et d'où le but de faire ces vidéos et de commencer à se rebouger. Tout à fait. Et d'ailleurs,
je suis aussi en lien avec une infirmière Azalée Ah, qui est venue me cool. voir en me disant, D'accord. écoute, voilà, on me demande de donner des conseils diététiques, mais je ne suis pas diététicienne, qu'est-ce que je fais? Donc on a ensemble déterminé, je l'ai formée volontairement, je l'ai formée à des choses qui me paraissaient être du bon sens et de la base, Oui. et elle me renvoie ensuite les patients dès le Mm. moment où ça dépasse ce champ de compétences qu'on a établi ensemble. Donc n'hésitez pas. De base, on n'est pas censé être des concurrents parce qu'on ne fait pas le même métier. Elles sont infirmières, on est diététicien nutritionniste, on peut être comportementaliste, on a tellement de facettes à notre métier. Ouais. N'hésitez pas à vous entourer. Les coachs sportifs, c'est un petit peu plus délicat, donc j'ai ce partenariat, mais un jour, j'ai une patiente qui vient dans mon cabinet, petite anecdote, en me disant, bah voilà, je suis avec un coach sportif, il a commencé à me donner un plan alimentaire très restrictif, je me suis dit que j'allais quand même aller voir un professionnel de santé. Ouais, c'est souvent ça. Je lui ai fait à peu près l'inverse de ce qu'avait dit son coach sportif, et du coup, quand elle est revenue à la deuxième consultation, elle me dit, écoutez, je suis très embêtée parce que mon coach sportif m'a dit que vous travailliez très mal et que ce que vous aviez fait, c'était un non-sens et qu'il fallait que j'enlève tous les féculents au repas, etc. Ok. J'ai appelé la dite personne. Ah, c'est bien, mais ça, c'est J'ai ça, pris j'aime la contact avec lui. proactivité. C'est cool. J'ai pris contact avec lui. Je lui ai, dans un premier temps, dit que moi, je ne pouvais pas juger de son travail puisque je ne le connaissais pas. Et que du coup, par respect, je lui demandais déjà d'avoir la même posture vis-à-vis de moi. Et qu'ensuite, s'il voulait voir comment je travaillais, j'étais très ouverte à ça. J'étais en capacité de lui prouver par des études scientifiques le fait que ma méthode de travail, l'AHAS, les préconisations de l'AHAS, les recommandations du PNNS et toutes les études scientifiques qui sont aujourd'hui prouvaient que la bonne méthode de travail était ainsi. Je vais également montrer les risques de la triade du sportif, les risques des TCA sur les régimes restrictifs. Tout à fait, ouais. Et du coup, je lui ai envoyé tout ça par mail derrière pour étoffer mes dires. Sincèrement, il n'a pas su quoi répondre et il n'a plus jamais jugé de mon travail. En tout cas, je n'ai plus Oui, jamais c'est eu pas- d'écho de il a ce jugé, côté-là. c'est sûr, il a jugé à l'oral. Mais en Mais, tout cas, j'ai pas eu d'écho. Et mais- moi, c'est tout ce que j'attends. C'est-à-dire que, encore une fois, on a tous notre petit business. Et le but, Oui. c'est de ne pas aller s'entraver les uns les autres et plutôt s'entraider. Du coup, tu n'as pas essayé d'apporter tes cartes dans cette salle? C'est un coach sportif individuel. Ah, Donc, d'accord. si, bien sûr, je lui ai dit qu'il pouvait me renvoyer toutes les personnes qui le souhaitaient. Mais vu qu'il utilise une appli qui fait des plans alimentaires, etc., autant Ah te oui. dire qu'il y a Ouais. peu de chance. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'avoir en interview aussi, donc non seulement un coach sportif qui utilise une application, qui a un lien avec toi, un coach sportif qui travaille avec une diète, donc c'est super intéressant. Et il faudrait que je trouve quelqu'un qui n'est pas avec une diète et qui pense et qui arrive qui fait sa vie, qui se sent légitime Bien sûr. pour avoir les deux cas. Et, Et je pourrais te présenter Séverine Ferreira, ma collègue avec qui je travaille. alors moi c'est aussi, j'allais enchaîner alors, avec plaisir, carrément, et puis avec développer en fait comment ça s'est passé déjà à la base, comment vous êtes rencontrés, Bien comment sûr. vous avez fait votre cadre de travail, mais j'aimerais aussi la même chose avec une diététicienne, lapsus, avec une infirmière Azalée. Oui, tout à fait. Parce que j'en connais pas beaucoup qui échangent entre diète et infirmière Azalée. C'est des craintes qu'il y a aussi avec le métier de diète. Très importante. Des Alors, très très importantes. On est mi-mars 2024, j'ai cru comprendre qu'il y avait des petites difficultés financières pour les Azalées. Donc on a l'impression que ça commence un peu à chuter parce que le modèle ne fonctionne pas bien. Donc nous, on va rien dire. Mais ce qui est dommage en soi, parce que moi je suis patient, j'ai un diabète, eh bien mine de rien, j'ai quand même une personne qui pourrait ne plus assumer ce travail-là. Pardon, j'ai dit je suis diabétique. J'imaginais quelqu'un, un patient théorique, Oui, bien sûr. j'ai pas le diabète. Mais bon, en tout cas, interviewer une infirmière Azalée, savoir comment elle travaillait avant de te connaître, comment elle en est venue là aussi. Parce que je trouve que, en fait, j'ai l'impression et j'ai peur que c'est des infirmières qui en ont ras-le-bol de la clinique ou de l'hôpital, qui n'arrivent plus ou qui n'arrivent pas à assumer le travail libéral ou faire des tournées au charbon, parce que c'est très énergivore. Tout à fait. Et donc on se retrouve avec elles avaient une potentialité de pouvoir, entre guillemets, être plutôt sédentaires, avec les médecins qui renvoient directement vers l'infirmière Azalée, et c'est tout du pain béni, quoi.
Ouais, mais en fait, en tout cas dans la personne que j'ai rencontrée, j'ai plutôt senti, moi, la volonté de faire beaucoup de prévention et surtout d'avoir une prise en charge de meilleure qualité. Et je pense que c'était un D'accord. petit peu le rêve que vendait ce dispositif de base, d'avoir une Ok. meilleure prise en soin Ouais. au niveau de la patientèle. Et c'est quand même le souhait de beaucoup d'infirmières en libéral. Ok. Mm. Mais on n'a pas de parole de Ouais, ces femmes-là et on les juge très vite. mm, Parce qu'on a peur en fait, hein. tout à fait. Oui, non, mais ça s'entend. Ouais, non, je serais très intéressé aussi de la rencontrer. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur le côté un petit peu développement de ton activité? Ouais, bah, il y a toujours Comment tu vois l'avenir? de bien se renseigner déjà dans un premier temps aussi sur les réseaux qui est autour de chez vous. Moi, je fais partie du REPOP, qui est le réseau surpoids obésité de l'enfance. Très bon Et point. là, je suis en train d'intégrer le RESIC, qui est le réseau des insuffisants Oui, cardiaques. oui. Voilà, donc orientez-vous par rapport aux choses que vous avez envie de développer. Comme je disais, d'essayer de se diversifier. Mm. Je pense que c'est Donc, intéressant. pas de se spécialiser, mais de se diversifier. Pour ma part, en tout cas, mais parce que moi, j'ai une vision. Enfin, moi, j'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement dans mes pratiques. Et moi, j'ai besoin de me diversifier tout en restant quand même dans mon cœur de métier et dans les choses qui me plaisent. Ouais. Hein, ça, Ouais, c'est important. ouais. Écoutez-vous, en fait. Sincèrement, soyez. Ouais. Tant que vous vous écoutez et que vous êtes entier, que vous êtes vrai, les gens, ils vont venir chez vous pour ça, en fait. Ils vont venir chercher C'est ça. l'authenticité. Après, pour l'avenir, comment je le vois? Eh bien, en fait, moi, je veux juste m'éclater dans mon boulot, faire de la prévention. Vraiment, à terme, j'ai vraiment cette envie, cette motivation de faire de la prévention. J'ai très envie de faire de l'humanitaire. Je suis en train d'essayer de voir pour repartir. Je rentre d'un pays incroyable qui est l'Inde. Je suis en train de voir pour faire de l'humanitaire là-bas, passer 12 jours à faire de la prévention sur la dénutrition infantile à l'étranger. Voilà, j'ai très envie de partager ça. J'ai déjà fait de l'humanitaire D'accord. avant. Ok. J'ai fait de l'humanitaire aux Philippines. Ah oui. Je parraine des enfants au Vietnam depuis très très longtemps maintenant. Mm. Et j'ai vraiment ce besoin. Alors, il y a beaucoup de choses à faire aussi en France, que je vais faire par le biais de forums, par le biais Oui, d'actions. j'en doute pas. Mais voilà, j'ai cette envie que mon entreprise soit suffisamment pérenne pour pouvoir partir, j'espère, au moins un mois chaque année à faire de l'humanitaire Ouais, ailleurs. tu vis en fait ton kiff, quoi. Ouais. C'est exceptionnel. Et du coup, donc, tu es allé en Inde. Ça dit qu'on parle un peu de qu'est-ce que tu as vu en Inde au niveau alimentaire, Ouais, niveau si tu hygiène. veux. Est-ce que une diététicienne ferait un arrêt cardiaque en Inde? Alors déjà, la chose à savoir, c'est que dans le groupe dans lequel j'étais, on était deux diététiciennes, une à D'accord. la retraite, une diététicienne hospitalière à la retraite et puis moi. Donc on a pu pas mal échanger, c'était Ouais. vraiment passionnant. Et non, alors on ne fait pas d'arrêt cardiaque à partir du moment où on garde un esprit ouvert et où on se dit que c'est un tout autre monde. C'est la culture. Voilà. On est tous sous le tapis de la culture. Non, mais c'est culturel, t'inquiète. Ah ouais, non, mais vraiment. Alors, moi, je suis végétarienne et là-bas, ils sont pour la plupart végétariens, donc j'avoue que j'étais vraiment dans mon univers. J'ai découvert le panir, qui est un fromage non fermenté, qui Ok. cuise comme une viande. Ouais. Et donc voilà, là, je cherche une recette pour pouvoir ensuite développer ça, parce que vraiment, Excellent. ça me manque énormément depuis Ah que je oui? suis rentrée, de ne pas manger de panir. Ouais, ça me Donc, manque tu as énormément. découvert des aliments, Ah oui. tu as découvert des modes de cuisson peut-être? Oui, bien sûr, Des bien recettes, sûr. quoi. Ouais. Ouais, et puis Ouais. du coup, je sais pas, est-ce que les IMC en Inde, ils sont disparates? Est-ce que c'est... Alors, en fait, il y a vraiment deux mondes, hein. La plupart sont quand même plutôt très maigres, hein, Ouais. avec des IMC, je pense, plutôt bas, liés à une forme quand même de C'est de la dénutrition. malnutrition déjà, Ouais, de la parce qu'on sait pas malnutrition. trop Exactement. l'accessibilité à l'alimentaire. Bah, en fait, ils s'autosuffisent sur beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de culture de céréales dans le pays. Ils ont beaucoup de légumes. D'accord. Des légumes avec des couleurs extraordinaires. Ah oui. Des carottes qui sont rouges, j'avais jamais vu ça. Leurs courgettes sont extrêmement allongées. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai Variété, découvert une diversité incroyable de légumes. Ils ont les nanes, hein, donc le pain qui cuisent. Et puis après, ils ont beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses. D'accord. Et après, la viande, ça tourne entre l'agneau, le mouton et le poulet. La vache est sacrée, il n'y a pas de bœuf là-bas. Oui, ouais. Donc voilà. Après, en ville, j'ai quand même vu des personnes en situation d'obésité. Oui, parce que moi je me à vois pas Delhi. mal, je vois plutôt le cliché de l'Indien, l'indienne même, très, Ouais. une forte corpulence.
Bah, en fait, Et c'est des encore une diabètes fois. aussi. Ouais, alors ça va être les deux parties de la Ouais. population et il n'y a pas trop de juste milieu. Ok. On va être vraiment sur une partie de la population qui peut être en surpoids, en situation d'obésité, mais parce qu'ils ont un niveau de vie qui est en train d'augmenter. C'est un pays en plein développement. Et c'est un pays qu'il va falloir suivre dans les années à venir parce que je pense Oui, qu'il va y oui. avoir des gros problèmes au Ouais. niveau diabète, obésité. Ils boivent énormément de soda. Je pense qu'il va y avoir Ah des ouais, NASH et aussi? des NAFLD Ah ouais. à foison dans les années à venir. C'est comme au Mexique, quoi. Aux Ouais, États-Unis, en fait, c'est ça. comme partout, quoi. Mais principalement les pays en émergence, Ouais. hein, qui vont s'inspirer d'un modèle américain, d'un modèle occidental, mais qui n'ont pas les moyens de Ouais. le suivre Ouais. complètement. Et du coup, ils en prennent tout ou partie. Et ouais, c'est Et ils compliqué. sont réguliers sur des prises alimentaires? Alors, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils mangent tout au long de la journée. Ah Et ouais, du coup, je d'accord. m'en inspire beaucoup quand je Ok. parle des sensations alimentaires, Ouais. puisque je m'appuie beaucoup sur les sensations alimentaires. Et je dis souvent aux gens, regardez, hein, dans les pays un petit peu plus en voie de développement, où les gens sont en capacité de manger un petit peu en petite quantité tout au long de la journée en écoutant leur faim. Oui. Et ça, c'est assez extraordinaire. Oui. Et on sépare ça du grignotage. Et nous, on appelle ça du grignotage, et moi, j'appelle ça des prises alimentaires. Oui, oui, oui. C'est la fréquence qui passe du grignotage à la prise Exactement. alimentaire. Non, mais Ouais. ou à la qualité de l'assiette. Ok, bon, c'était super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez Ouais. des questions, il ne faut pas hésiter directement en dessous de la vidéo. Je pense que c'est là où ça centralise le mieux. Sinon, je vais balancer la vidéo sur les groupes Facebook. Hein. Je Oui, pense que ça peut voilà. être intéressant. On mettra nos différents réseaux. Si vous avez des questions, Ouais. n'hésitez pas. Ça m'arrive de répondre au téléphone s'il y a besoin. On met des petits créneaux de 15 minutes. Donc, si vous avez besoin, bien sûr, si j'ai trop de demandes, bon, je séquencerai. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous J'espère. pouvez faire une demande Ouais, en message privé pour avoir quelques conseils Ouais. sur votre développement. Et si vous avez besoin de stages optionnels également, je Ouais. prends des stagiaires. C'est cool. Moi aussi, j'en ai pris là en juin. J'en ai 2. Super. Ouais, on va voir ce que ça donne, c'est ma première fois. Globalement, sur l'avenir de la chaîne, je vais essayer t'es la première à vraiment parler de tes revenus, de ta structuration. Je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose qui manque au niveau de la formation. Quand je dis que ça manque, on en parle, mais une vraie structure. Ce que je souhaite, c'est développer les connaissances sur le choix de notre juridiction. Hein, on a parlé de micro-entreprise ou d'entreprise individuelle. Le choix des logiciels, le choix du matériel, le choix du cabinet. Les mutuelles, la prévention. Voilà, toutes les mutuelles, tout ce qui est en lien avec l'avocat, voilà, les assurances. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie sûrement. Apporter du contenu sur ça et je vais essayer de trouver des personnes. J'ai des contacts avec des avocats, avec des associations. Donc Azalée par exemple aussi, ça pourrait être un super contenu. Carrément. Et puis si vous avez toi ou d'autres des contacts, il ne faudra pas hésiter. C'était une petite idée de savoir si tu souhaiterais que la profession se transforme en ordre ou qu'elle reste en association ou syndicat. Après, l'un peut aller avec l'autre. Hein. Bah, Est-ce que tu as réfléchi déjà à oui, cette je fameuse... fais partie du GRAD. Hein. c'est bien. Voilà, j'ai été Au moins, je me suis affiliée au Ok. groupement de réflexion sur l'avenir des diététiciens. C'est important de se positionner. Moi, ce que je veux, c'est que notre métier il évolue. Je veux qu'on évolue en visibilité. Et après, peu importe le nom qu'on va mettre à la structure qui va nous représenter, je pense que c'est important qu'on ait du poids vis-à-vis des autres professions paramédicales, les ostéopathes, les kinésithérapeutes, les naturopathes, les infirmières, les pharmaciens, les médecins, toutes les spécialités de médecins. Et je pense que peu importe le nom qu'on va lui donner, ce qu'il faut, c'est qu'on ait du poids et que on ait un métier plein d'avenir. En fait, on a un métier en plein développement. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais dans un rendez-vous médical, je donne ma carte, je parle de mon métier. Et en fait, les médecins, ils ont besoin de nous parce que, comme tu le disais il n'y a pas longtemps, juste avant, parfois leur consultation, c'est 10, 15, 20, 30 minutes. Ils n'ont pas le temps de traiter les choses que nous, on va traiter en 40 minutes de suivi tous les mois avec les patients. Non, Donc, on a une force incroyable dans notre métier, c'est de pouvoir aller en profondeur dans la vie du patient pour l'améliorer. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire valoriser. Après, par quelle structure, l'avenir nous le dira. Ouais, ok. Merci en tout cas. Merci à toi. Et puis à très vite. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt.